Bonjour et bienvenue sur Algomius. Toujours en programmation shell sous Windows, après avoir vu maintenant les structures conditionnelles du type si alors sinon, et que nous avons vu une bonne partie de comment construire en fait une condition, nous allons utiliser ces conditions maintenant pour faire du parcours de boucle. Alors encore une fois, les parcours de boucle, c'est quelque chose que vous avez probablement vu dans d'autres langages de programmation. Ça peut être les boucles for, par exemple, que vous avez déjà peut-être pu aborder, ou les boucles while, ou les boucles do-while dans certains cas. L'idée en fait de la boucle, c'est de pouvoir exécuter une instruction ou un bloc d'instructions plusieurs fois, soit basé sur une condition d'arrêt ou une condition de déroulement, soit en fait sur un nombre prédéfini de tours de boucle. C'est les fameuses fonctions for qui vont permettre de savoir qu'on va tourner 1, 2, 10, 100 ou 1000 fois dans une boucle. Là aussi, c'est quelque chose de très important en termes de programmation, puisque ça nous permet justement de ne pas réécrire plusieurs fois les mêmes instructions, mais de les mettre au sein d'une boucle et de les faire exécuter plusieurs fois. Ce qui est un gain de temps au moment de l'écriture, et ce qui est effectivement aussi un gain de temps au moment d'une modification ou de mise à jour du programme. Tout langage de programmation, normalement, devrait se doter d'un mécanisme de boucle. Derrière, de toute façon, c'est géré comme des sauts en mémoire, et de toute façon, c'est quelque chose qui est finalement très simple à faire. Voyons voir comment le script shell sous Windows inclut les boucles et comment est-ce que nous pouvons les utiliser au travers de quelques exemples. Alors effectivement, la programmation shell, on se rend compte qu'elle commence à avoir tous les éléments d'un vrai langage de programmation. On peut utiliser des variables, on peut utiliser des structures conditionnelles, et maintenant, on peut utiliser un mécanisme de boucle. Donc on a un mécanisme de boucle qui va se comporter comme dans les autres langages de programmation, mais encore une fois, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, le langage script est lié au système d'exploitation et va nous permettre de faire des choses un petit peu plus subtiles, un petit peu plus liées au système de fichiers. On va détailler au travers de cette vidéo trois types de boucles différentes. On va pouvoir boucler sur les chemins, c'est-à-dire qu'on va pouvoir spécifier des chemins de répertoire, soit en absolu, soit en relatif, et on va pouvoir parcourir tous les chemins qu'on donne en paramètres et lancer une commande sur chacun des chemins. Ça, c'est typiquement l'exemple qui va nous permettre de faire un archivage sur toute une arborescence. Elle va nous parcourir chacun des répertoires, et sur chacun des répertoires, on va effectuer une tâche bien précise. On va voir la boucle pour les compteurs également, qui est une boucle qui va nous permettre de simuler un petit peu ce que fait la boucle for dans les autres langages de programmation. Et on va terminer avec la boucle de recherche, qui va nous montrer un petit peu comment on peut faire une recherche, en particulier avec les scripts shell. Je vous propose déjà de commencer avec la boucle sur les chemins, et une boucle sur les chemins permet de lister les éléments d'un ou plusieurs répertoires. Et ces répertoires-là, on va les mettre en fil, en liste, en les séparant par des virgules. Typiquement, la syntaxe ici rappelle ce que l'on peut avoir en Python. Quand on vérifie si un élément est dans une liste, on vérifie si l'élément in la liste, ou alors si vous avez déjà fait du SQL, que vous avez déjà utilisé le mot-clé in, eh bien c'est pareil, vous recherchez qu'un élément est bien contenu dans une liste d'éléments. C'est exactement le même principe que nous allons utiliser ici. La spécificité, c'est que lorsque nous allons écrire une boucle en script shell, le compteur, la variable de parcours de notre boucle va prendre 2% devant et ne va pas être entouré par des pourcents. Ce qui permettra, lorsque on regarde un programme, de savoir rapidement si c'est une variable normale ou si c'est une variable qui est en fait un incrémenteur de boucle. Donc on peut spécifier plusieurs chemins dans la boucle en les séparant par des virgules et en les entourant de parenthèses pour spécifier que c'est une liste. Et on peut utiliser une option pour lister uniquement certains éléments, comme par exemple /d pour avoir uniquement les répertoires ou /r pour avoir uniquement les fichiers. Donc ça, encore une fois, ce sont vraiment des commandes qui sont propres au système d'exploitation. Je vous propose de voir directement avec un exemple comment cela se passe. On va partir d'un petit programme blanc, et qu'est-ce que l'on veut faire? On veut parcourir une arborescence à l'aide d'une boucle. Commençons par créer un répertoire qui contient lui-même deux sous-répertoires avec la commande mkdir. Ok, je vais faire ça directement. Je suis dans mon répertoire thème, et pour l'instant, je vais supprimer tout ça. Rep.
j'ai la commande en tête, c'est la commande... J'ai la commande Unix en tête, on va les supprimer comme ça, tout simplement. Voilà, donc j'ai supprimé mon fichier, mes différents fichiers, et ce que je vais faire, c'est que je vais créer un répertoire que je vais appeler rep, par exemple. Je vais aller dans ce répertoire, pour l'instant il n'y a rien. Je vais créer un répertoire 1, je vais créer un répertoire 2, je vais aller dans rep 1, et je vais, donc dans mon arborescence, j'ai créé rep 1, rep 2, et dans ces rep 1, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau un document texte. Donc, je ne sais pas si l'extension est directement mise. On va regarder ça. Ok, c'est un document texte.txt et je vais mettre un nouveau document RTF. Allez. Et je vais faire pareil. Je vais juste les appeler doc RTF1, doc texte 1. Et dans le répertoire 2, je vais faire pareil, je vais créer un fichier texte, donc doc texte 2, et je vais créer un document RTF que je vais appeler doc RTF2. Voilà. Donc, là, je suis dans mon répertoire 1, j'ai un fichier RTF et un fichier TXT. Je vais dans mon répertoire 2, et j'ai un fichier RTF, un fichier TXT. Voilà. Maintenant, la problématique, par exemple, c'est de dire, si je voulais lister, par exemple, tous les fichiers TXT qui sont dans mon arborescence, comment je pourrais faire, ou toutes les fonctions, tous les fichiers RTF. C'est ce qu'on va voir au travers de ce petit exemple. Donc, on a créé un répertoire qui contient lui-même 2 sous-répertoires, avec la commande mkdir. Dans chacun des sous-répertoires, nous allons créer des fichiers avec des extensions différentes. Donc, c'est ce qu'on vient de faire. On aurait pu le créer avec echo, et utiliser la redirection de sortie pour le mettre dans un fichier TXT. Ça fonctionne aussi. Avec l'aide d'une boucle, je vais vous le montrer d'ailleurs, tiens. Je suis dans le répertoire 2 par exemple, et je vais faire écho une chaîne, hein, une chaîne de caractères, je vais appeler blabla, et je vais le mettre dans un fichier que j'appellerai texte3.txt. Voilà, en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va écrire blabla, mais le résultat de la commande, ça ne va pas me l'écrire sur la fenêtre de commande, ça va le rediriger vers le texte3.txt. Ok, donc vous voyez que la commande n'a rien écrit, et pourtant, si jamais je vais dans mon répertoire, vous voyez que texte3 a été créé, et dedans, j'ai écrit blabla. Donc c'est une façon très facile de créer un fichier à partir de l'invite de commande. Donc, mes fichiers sont en place, et maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est à l'aide d'une boucle, on va lister tous les sous-répertoires. D'accord, donc là, je vais reprendre mon notepad, je vais l'enregistrer sous thème, je vais l'appeler boucle sur les répertoires, .bat, évidemment. Je vais recommencer mon micro off, je vais faire un CLS, je vais faire une pause comme je fais à chaque fois. Cette fois-ci, qu'est-ce que je veux faire? Eh bien, je veux faire, à l'aide d'une boucle, nous allons lister tous les sous-répertoires. D'accord. Donc, on va faire un for, qui va être mon instruction de boucle. On va dire un /d, qui va dire que je veux parcourir les directories. On va avoir une variable d, qui va être ma variable de parcours, qui va prendre les différentes valeurs des répertoires successifs. Et on va dire que je vais parcourir le répertoire courant, tout simplement. Et je vais lui mettre rep et tout ce que contient rep. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Je vais faire echo $v, tout simplement. Alors, on va expliquer et revenir un petit peu sur cette syntaxe. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une boucle for qui va lister les répertoires. Je vais utiliser ma variable de parcours qui va prendre successivement toutes les valeurs du champ ici. Alors, j'ai mis qu'une seule valeur pour l'instant, mais vous allez comprendre que l'argument étoile, en fait, ça permet d'avoir c'est un caractère générique qui permet en fait d'être remplacé par tout et n'importe quoi. Là, par exemple, vous voyez que ici, j'ai des fichiers texte3, texte2, et ainsi de suite.
Si jamais je voulais, si j'ai dire, je fais tout. Si je vais dire directory seulement les fichiers texte, eh bien je ferai un dir étoile.txt et ça me donnerait que la liste des fichiers qui commencent par n'importe quoi, mais qui finissent obligatoirement par .txt. Et ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai récupéré le répertoire courant, CD, qu'on a déjà utilisé pas mal de fois. J'ai ajouté mon rep, donc je suis dans le fichier temp rep, et dans mon temp rep, j'ai pris tout ce qu'il y a en dessous, étoile, donc tout ce qu'il y a dedans. Et tout ce qui est dedans, je vais regarder si c'est des répertoires. Donc ce que j'aurais pu faire également, c'est créer un fichier pour vous montrer, un fichier texte ici, pour vous montrer qu'il n'est pas pris en compte. Donc là, dans rep, j'ai maintenant deux répertoires, rep1 et rep2, et j'ai un fichier texte. Donc on va essayer de lancer ce fichier boucle rep, et voir ce que ça donne. Il est dans temp. Voilà. Donc en fait, vous voyez que dans rep, il y a deux répertoires, rep1 et rep2, et vous voyez que la commande ne m'a pas pris en compte le fichier texte que j'avais rajouté. Il s'est vraiment borné au répertoire. Et ça grâce à la commande \d qui en fait ne prend que les répertoires. Donc je vais juste écrire ici echo liste des répertoires. Parce que vous allez voir que la deuxième question va nous faire évoluer un petit peu notre programme. Donc, à l'aide d'une boucle maintenant, nous allons lister tous les fichiers avec une extension donnée. Et ce que je vous propose, c'est de chercher tous les fichiers qui ont une extension en .txt. Donc on repart sur la boucle for. Cette fois-ci, on est sur la commande /r qui est la commande pour dire qu'on va lister les fichiers. On va réutiliser, cette fois-ci, on n'a pas besoin d'une variable de parcours. On va repartir de la chaîne CD. On va prendre le répertoire courant. Donc je vous rappelle, le répertoire courant, pour l'instant, il contient rep1, rep2 et un fichier texte. D'accord. On va utiliser ici la variable de parcours f, qui va parcourir tous les fichiers avec l'extension étoile.txt. Donc on l'avait vu tout à l'heure, étoile.txt devrait nous ramener normalement tous les fichiers .text. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On fait un écho de la variable f. Je vais juste mettre un petit peu de commentaires autour, histoire qu'on sache de quoi on parle. Echo liste des fichiers texte. Et on va sauter une ligne ici aussi, echo point. Donc si on reprend un petit peu la syntaxe de cette commande, on va faire une boucle for, on va utiliser le \r pour dire qu'on ne veut avoir que les fichiers. On va dire que cette recherche va être faite dans le fichier temp rep, donc c'est le répertoire temp, c'est celui où je lance la commande, et on va être dans rep. On va avoir notre variable de parcours qui va parcourir tous les fichiers qui ont une extension étoile.txt, et si c'est le cas, en fait, il va nous les afficher. Voyons si cette commande fonctionne. Voilà. Donc on a la liste des répertoires, qui est temp, rep... Non, ça c'est des problèmes d'encodage. C'est vrai que je me suis pas forcément mis en... Je me suis pas mis avec le jeu de caractères pour avoir les caractères accentués français. Donc, la liste des répertoires, donc j'ai rep1 et rep2, ça on avait déjà vu. Cette fois-ci, la liste des fichiers. Vous voyez que dans rep, j'ai nouveau document.txt. Dans rep1, j'ai document.txt 1.txt, document 2.txt, document 3.txt. Et que vous voyez que les fichiers RTF n'ont pas été pris en compte. Donc, en fait, il est très facile de filtrer, de parcourir le contenu d'un répertoire, de filtrer les fichiers qui sont dedans, et en fait de récupérer la liste des fichiers qui ont une certaine propriété commune. Donc ça se fait très facilement. Le mécanisme de boucle avec un compteur, cette fois-ci, on est sur quelque chose, on est plus en terrain inconnu. C'est typiquement la boucle for que vous avez déjà vue dans les autres langages de programmation. Donc la boucle for, vous la connaissez, il y a un indice qui va parcourir un nombre de valeurs, une plage de valeurs qui va être incrémentée systématiquement ou décrémenté selon le tour de la boucle, qui va être décrémenté à chaque tour, et en fait on va parcourir des valeurs grâce à cet indice. Donc la boucle, donc pour la syntaxe, on a à nouveau l'instruction for, qui cette fois-ci va prendre le \l pour nous indiquer qu'on va faire en fait une boucle avec compteur. On va avoir un % d'indice,
qui va se comporter, il va partir d'une valeur de début, il va avoir une valeur de fin et il va avoir un pas. Donc c'est-à-dire que par exemple, si je mets 1, 1, 10, eh bien mon indice va aller de 1 à 10 en prenant plus 1 à chaque itération. Si je mettais 1, 2, 10 par exemple, eh bien il irait de 1 à 10 en additionnant 2 à chaque itération. La première itération il aurait 1, la deuxième il aurait 3, la troisième il aurait 5. Il additionnerait le pas à chaque tour de boucle. Et le do fait effectivement, ensuite à la fin, le do on spécifie quel est le bloc d'instruction qu'il doit exécuter pour chaque tour de boucle. Donc on retrouve effectivement les trois informations de la boucle pour que vous pouvez retrouver dans n'importe quelle information, à savoir la valeur de début, la valeur de fin, et comment se comporte l'incrémentation ou la décrémentation de l'indice de parcours à chaque tour de boucle. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons écrire un petit script qui va nous afficher les tables de multiplication. En effet, écrire une table de multiplication à partir du moment où on sait faire une boucle avec un compteur, c'est quelque chose de très facile. Il suffit de faire varier un premier compteur de 0 à 10 avec un pas de 1, puis de mettre dedans un autre compteur qui fait de 1 à 10, de multiplier les deux compteurs entre eux, et puis de voir le résultat s'afficher. Essayons de voir directement comment on peut faire ça. Donc je vous propose de repartir d'un document vide. On va l'enregistrer sous, on va l'appeler multiplication. Donc sur le papier c'est très simple, vous allez juste voir qu'il y a une petite spécificité. Donc je repars d'un echo off, j'efface mon écran et je permets d'avoir l'affichage si jamais je le lance à partir du répertoire Windows. Donc reprenons ma syntaxe, donc j'ai un for avec le "-l" qui va me dire que cette fois-ci je suis dans une boucle incrémentale. Je vais utiliser mon compteur de boucle, donc %%i puisque c'est un indicateur, et qui va partir de 0, qui va être incrémenté de 1 à chaque tour de boucle, non, pas de virgule, 1, et qui va aller jusqu'à 10. Donc ça, c'est les propriétés de mon parcours de boucle. Je pars de la valeur 0, j'arrive à la valeur 10, et pour y arriver, j'incrémente de 1 à chacune des boucles. Pour cela, j'ouvre mon bloc do, je le ferme tout de suite, comme ça je suis sûr qu'il est fermé. Et qu'est-ce que je fais dans mon tour de boucle? Eh bien tout simplement, je crée une deuxième boucle, exactement pareil. Cette fois-ci, j'appelle la variable j, qui va faire exactement le même parcours, qui va partir de 0, qui va aller de 0 à 10 en ayant un incrément de 1 à chaque fois, et qui va utiliser un bloc qui va nous permettre de faire notre opération. Qu'est-ce qu'il me reste à faire dans ce bloc? Eh bien, il me suffit de faire, en fait, d'initialiser une variable qui va contenir la multiplication. Donc cette fois-ci, je le fais avec cette /a qui est en fait l'instruction qui va me permettre de dire que je déclare un nombre, et l'opération qui va suivre, qu'elle portera sur un nombre. Donc l'opération, elle va faire quoi? Eh bien, elle va prendre la valeur du compteur de i, elle va le multiplier par la valeur du compteur de j. Donc puisque ce sont deux boucles imbriquées qui vont de 0 à 10, on va avoir en fait la première incrémentation de i va être 0, puis 0 va être multiplié par j, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10, puis i va passer à 1, on aura la table de 1, donc 1 fois 0 fois 1 et jusqu'à 10, et ainsi de suite. Il me reste donc à afficher la multiplication, tout simplement, en disant je veux afficher %i, je veux afficher %j, et je veux dire que ça c'est égal à mult. On reprend le % d'abord, le % à la fin, puisque mult, en fait, on s'est aperçu que mult n'est pas une variable qui est une variable compteur, c'est une variable qui a été justement déclarée ici. Ok, essayons de voir si ça marche. Et vous allez voir qu'en fait, on va peut-être avoir une petite surprise au niveau de l'exécution. On va lancer multiplication, et alors, déjà, donc on a mult, que j'ai mis ici, on n'a pas le résultat escompté. En fait, ça vient d'un petit problème en script shell, c'est qu'il faudrait que je dise que la variable est initialisée à chaque fois. Et là, je ne le fais pas. Et ça se fait en script shell, c'est avec une commande qui est un petit peu barbare, que je vais reprendre ici.
qui est set enable delayed expansion. Cette variable en fait va me permettre de dire que une variable en fait doit être mise à jour à chaque tour de boucle et pas seulement à la fin du programme. Et à partir du moment où j'ai mis ça en place, il faut que je spécifie aussi quelle est la variable que je veux mettre à jour à tel tour de boucle, à chaque tour de boucle. Et pour indiquer la variable que je veux mettre à jour à chaque tour de boucle, en fait, je suis obligé de ne pas l'entourer avec des pourcentages, mais je suis obligé de l'entourer avec des points d'exclamation. C'est un petit peu compliqué. Si vous voulez avoir plus de précision, je vous encourage à aller voir l'aide de la commande set qui va vous expliquer ça. Donc vous faites set espace slash point d'interrogation et vous allez avoir l'explication sur le enabled delay expansion. Je ne vais pas m'étendre là parce que ça pourrait aller très très loin et de dire juste en fait que cette fonction vous permet que la valeur de la variable soit vraiment mise à jour à chaque tour de boucle. On va essayer de relancer pour voir si cette fois-ci cela fonctionne. En tout cas, vous avez vu que notre parcours de boucle a l'air déjà de fonctionner. Il fait déjà toute la table de multiplication. Et là, maintenant, vous voyez que nous avons relancé ça. Et vous voyez que la table, on commence bien à 0 fois 0 égale 0, 0 fois 1 égale 0, et ainsi de suite, la table de 0, puis la table de 1, puis la table de 2. Vous voyez, là, en première colonne, c'est le i qui s'incrémente, qui parcourt les différentes tables, et le j, en fait, qui fait toute la table de 0 à 10, et qui vous écrit la table de multiplication jusqu'à 10 fois 10 égale 100. Donc notre exemple pour écrire les tables de multiplication s'est bien déroulé. On va continuer encore avec le mécanisme des sauts, qui peut être considéré comme un mécanisme de boucle, même si on n'a pas cette notion de vraiment de compteur ou de parcours d'une variable prédéterminée. Dans la notion de saut, en fait, tout ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de se retrouver à un autre endroit dans le programme. Normalement, un programme s'exécute de la première à la dernière ligne, de manière séquentielle, et là, en fait, on va casser, on va faire un peu une rupture dans l'exécution d'un programme, et on va lui dire, bah, tu continues pas à la ligne suivante, tu vas continuer à une ligne que je vais te préciser un petit peu plus tard avec un label. Donc voilà, les sauts permettent de continuer un programme à partir de n'importe quel endroit. Donc le saut fonctionne avec deux éléments, un label pour indiquer le point précis dans le programme, donc un label c'est une chaîne de caractères, qui est précédée du caractère double point, pour dire que c'est un label. Et la commande goto qui prend un paramètre, en paramètre un label et permet de continuer le programme à partir de ce label. Alors si le mécanisme des sauts existe, c'est quand même un mécanisme qu'il faut éviter le plus possible, puisque vous vous rendez compte que quand vous commencez à programmer, et puis que vous sautez d'une ligne à l'autre et que vous revenez et que vous pouvez avoir des allers-retours, en fait vous allez vous retrouver dans la même situation que lorsque vous lisez un livre, le livre dont vous êtes le héros. Ça va vous faire sauter à des paragraphes, puis revenir, et ainsi de suite, et puis tant que vous êtes dans la lecture, ça va. Mais si jamais vous perdez votre marque-page et que vous fermez votre livre, il vous est quasi impossible de revenir en fait à l'aventure dans laquelle vous étiez, à moins que vous vous souveniez vraiment du paragraphe dans lequel vous étiez. Là, c'est un petit peu le problème également, c'est que à partir du moment où vous faites des sauts assez simples, votre programme reste compréhensible. Si jamais vous commencez à faire d'innombrables sauts dans le même programme, là, vous allez commencer à avoir énormément de mal à suivre l'exécution du programme. Et les boucles qu'on a vues jusqu'à présent sont des manières sont plus propres pour exécuter plusieurs fois une instruction, et ça va être plus compréhensible. On va quand même parler un petit peu du mécanisme des sauts, puisqu'elle existe, et on va le voir au travers d'un exemple. On imagine un script qui écrit deux phrases. De façon temporaire, nous ne voulons plus écrire la première phrase, mais nous voulons garder telle qu'elle dans le programme. Nous allons donc faire un saut juste avant son écriture qui va aboutir juste après son écriture. En effet, on va prendre directement l'exemple et on va l'écrire petit à petit. On va avoir un nouveau programme que l'on va appeler saut, tout simplement, saut.bat. Ok. On va partir sur un co-off, un CLS toujours, et on pose. On a pris les habitudes comme ça. On va écrire une première phrase. Et on va écrire une seconde phrase. Rien de très compliqué jusqu'à présent. On va juste vérifier si ça marche, mais normalement, j'ai ma première phrase, j'ai ma seconde phrase. Maintenant, ce que me dit l'énoncé, c'est que, de façon temporaire, on voudrait ne plus écrire la première phrase, mais on ne voudrait pas autant la supprimer du programme, parce qu'on sait qu'on va peut-être la réutiliser.
On va donc faire un saut juste avant son écriture qui va aboutir juste après son écriture. Et le départ du saut se fait avec un goTo, l'arrivée avec un label introduit par un caractère 2 points. Ok, donc on va faire ça tout simplement. J'ai un peu basculé. On va faire ça tout simplement. On va reprendre notre exemple. Et on va dire que ma première phrase, je ne veux pas l'écrire. Par contre, je voudrais écrire ma seconde phrase. Donc je vais écrire un label, que je vais utiliser les 2 points en début de ligne, pour dire, ici commence ma seconde phrase. Et avant d'écrire ma première phrase, et bien tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un goTo, seconde phrase. Voilà. Donc dans l'idée, en fait, c'est juste que j'ai mis un marqueur, comme si j'avais mis un petit drapeau pour dire, ici, j'ai la seconde phrase. Et ce que m'ont dit mon goTo, il me dit, toi, tu vas goTo seconde phrase, va au label seconde phrase. Et ça va permettre, en fait, quand il va arriver à la ligne 5, il va sauter directement à la ligne 8, il va écrire que la seconde phrase, et il va sortir. Voyons voir si nous avons bien le résultat escompté. Voilà, ma seconde phrase. Vous voyez que ma première phrase est toujours dans le programme, toujours dans le script, mais elle n'est plus exécutée, puisque on a créé un saut qui saute par-dessus, qui permet de ne plus l'exécuter. Petit programme très simple, mais juste pour expliquer le principe de saut. Donc, encore un avertissement là-dessus, attention, au moment d'utiliser les sauts, vous vous rendez compte que vous commencez vraiment à faire des débranchements. Si vous commencez à faire des débranchements dans tous les sens, si vous commencez à sauter des lignes, puis à revenir en arrière, puis à aller de nouveau de l'avant et tout ça, vous vous rendez compte que vous pouvez avoir un code qui deviendra vite illisible. Donc, autant que faire se peut, il vaut mieux utiliser les boucles classiques, soit des parcours de chemin, comme on l'a vu, soit des boucles qui vont se baser sur un indice incrémental, et éviter le plus possible les sauts. Des fois, vous n'aurez peut-être pas le choix, d'avoir 1 ou 2 sauts, c'est peut-être pas grave, mais évitez de programmer vraiment que avec des sauts. Donc ça prend un petit peu forme par rapport à cette programmation en script shell. On avait déjà vu qu'on pouvait utiliser des variables, on a déjà vu qu'on pouvait paramétrer notre script, on avait vu la structure conditionnelle qui nous permettait d'introduire les if et de réagir différemment selon un paramètre, et maintenant en fait on voit aussi que le script shell intègre la notion de boucle. Donc il a toujours la boucle classique qui nous permet d'utiliser un compteur et de parcourir une valeur à partir d'une valeur de début jusqu'à une valeur de fin. Donc ça c'est quelque chose d'assez classique qu'on a vu dans d'autres langages de programmation. Et on se rend compte qu'une fois de plus, le script shell nous met à disposition un panel d'outils qui va nous permettre justement de nouveau se baser sur l'arborescence de nos répertoires et de nos fichiers, et qui va nous permettre de parcourir facilement les répertoires, les fichiers, et de pouvoir lancer des commandes directement dans tous les répertoires. Là encore, ça nous fait penser directement à des scripts d'archivage qui vont être très simples à écrire. Ça va nous permettre aussi d'automatiser des tests, on va pouvoir mettre des cas de test dans les différents répertoires, et à l'aide de la redéfinition de l'entrée standard, on peut passer en revue tous ces tests et les intégrer petit à petit dans des scripts et voir comment ils réagissent. On peut donc écrire des scénarios complets dans des fichiers que l'on stocke dans des répertoires et parcourir tous ces répertoires et injecter un à un ces scénarios dans les programmes que l'on veut tester. Donc on se rend compte que les scripts shell nous permettent d'automatiser très facilement des choses et justement tout ce qui est justement ce parcours de répertoire, cette utilisation de fichiers et de nous simplifier la vie au final. Donc le script shell commence vraiment à ressembler à un langage de programmation complet. On va y arriver, je vais arriver à vous le démontrer que le script shell est un langage de programmation complet. Il y a encore cette notion de fonction que j'aimerais voir avec vous, qui va justement nous permettre de factoriser les traitements pour ne pas avoir à les écrire plusieurs fois et à les appeler à différents endroits du programme. Donc je vous dis à très vite pour voir les fonctions en script shell sous Windows.